En avant, match numéro 6, les amis, bienvenue dans votre émission du vendredi de veille de match. Guingamp-Caen arrive demain, 17 février. Et là, mais dites donc, on est le 16 février. Bon anniversaire, mon petit Gaëtan. Merci beaucoup. À 12 ans et Ouais, demi, c'est ça un petit peu. 12 ans et demi, c'est un petit cap hein, quand même, Gaëtan. Bravo. Bientôt le brevet des collèges. Alors, gros programme dans cette émission qui sera longuement consacré au point presse de Frédéric Legrand, le président d'En Avant, qui a rencontré les médias de la sphère guingampaise mardi, si je ne Ouais. m'abuse. Gaëtan, tu y étais, donc tu vas tout nous raconter. On aura aussi pas mal de passages de son interview. On parlera donc du volet sportif avec les fins de contrat, avec les recrues, avec le point d'interrogation aussi autour de la situation de Stéphane Dumont. On parlera de l'objectif 2026. C'est quelque chose dont on parle très souvent depuis des années, mais on a souvent besoin aussi de faire des rappels parce que beaucoup l'oublient. Fred Legrand est revenu à ce sujet. Et puis, on terminera également par l'Académie pour balayer tout ce qui a été évoqué lors de ce point presse du président. Gaëtan, tu nous présenteras également l'équipe du Stade Malherbe de Caen. Stade Malherbe Caen, il n'y a pas le Il n'y a 2, pas de particulier. pour le match de demain. Un Guingamp-Caen sera aussi l'objet de notre rubrique Vintage. On se replongera en décembre 86 parce qu'il y a eu un Guingamp-Caen qui est un bon repère historique aussi pour ce qui est en train de se passer maintenant du côté d'en avant. Et puis on terminera par le challenge Profitroll où nous recevons des lettres de plainte. Il y a trop de matchs nuls, les gens s'ennuient. Voilà, donc là, il faudra qu'on se Ça n'avance départage. pas. Je ne sais pas comment, mais on n'avance pas avec des nuls, les amis. Bon, on commence, Gaëtan, avec le volet sportif, donc Ouais. du point presse de Fred Legrand. Raconte-nous déjà un petit peu l'ambiance, parce que ça, voilà, les gens ne savent pas forcément, on voit souvent les articles dans la presse, mais comment ça se passe? Un point presse du président, qui était là, quel journaliste, etc. Ouais, ben on était 3, 4, 5, 6, 7. On devait être 8 au total. Il y avait Fred Legrand, il y avait Christophe Gauthier, bien sûr, aussi à la communication. Et 3, 4, 5, 6 journalistes ensuite. Donc voilà, on était là pour c'était dans la salle de réunion en fait du siège, hein, du siège d'en avant, non pas au Pro Parc ou au stade, mais vraiment de manière un peu, alors peut-être pas informelle, mais pas loin, où on est tous autour d'une table et puis où c'est un échange de questions-réponses avec des thèmes qui étaient ciblés, qui étaient amenés par Fred Legrand, et puis derrière où chacun avait libre cours pour rebondir ou amener une autre question sur la table, hein, si besoin. Donc voilà, ça a duré un peu plus d'une heure un quart, 1h20, où tout le monde a pu un petit peu poser les questions qu'il avait aussi. Plusieurs thèmes donc, ont été abordés. Il y a eu le côté sportif, le côté finance et le côté projet, celui qu'on abordera aussi en dernier dans cette émission. Et voilà, ça a permis de balayer un petit peu l'actualité de Guingamp, où le président aussi a tenu un petit peu à rassurer tout le monde ou amener de la sérénité, en tout cas, après les deux grosses défaites en Ligue 2. 4-1 contre Ansiar Oudorou, et puis où il y a eu des circonstances plus ou moins atténuantes, même si on était très énervé de cette défaite Ouais. et surtout de son ampleur aussi. Mais avant le match Kata, je cite, de Stéphane Dumont et de ses joueurs, en Corse samedi. Tu as la main, Gaëtan, donc sur ce volet Fred Legrand, ce volet sportif d'abord, Ouais. où il y a eu beaucoup de questions par rapport à Dumont, par rapport aux fins de contrat. Je t'en prie. Justement, les fins de contrat, alors il y a plusieurs joueurs, on le sait, qui seront en fin de contrat à la fin de la saison. Fred Legrand les a distingués en deux parties. Les joueurs en fin de contrat qui sont déjà là depuis un petit bout de temps et ceux qui sont arrivés cet hiver. Il y a Hugo Bonnet et Victor Lebris qui ont signé jusqu'à la fin de la saison. Même chose pour les Bogang Piri, mais qui lui a une année en option derrière, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de les voir prolonger au cours de l'été en fonction de leur performance aussi d'ici là, de leurs envies, etc. Donc voilà, il a séparé un peu les deux là, et c'est vrai que bon, parmi les joueurs qui sont arrivés qui sont arrivés plus tôt en fait, hein, qui sont là depuis au moins le début de la saison. Visiblement, il y en a un pour qui ça pourrait se prolonger, c'est Baptiste Guillaume. Je vous propose qu'on écoute tout de suite, évidemment, Fred Legrand qui s'explique sur les fins de contrat. On est quand même à 4 mois de la fin de saison, donc c'est aussi loin. Je pense qu'il y a certains aussi, au travers de nos conversations et des positions qu'on peut avoir
avec les agents ou les joueurs, bon, savent un peu comment peut éventuellement se passer une fin de saison. Voilà, j'ai pas d'a priori là-dessus. Autrement, il y a quand même bon nombre de joueurs enfin, il y en a plus qui sont sous contrat que pas sous contrat, je dirais. Sur les fins de contrat, on peut les citer. Oui, on peut y aller. Bon. Sur les titulaires, en tout cas. Maxime Barthelmé n'a pas beaucoup joué. Il est en fin de contrat. D'accord. Baptiste Roux est en fin de contrat. Maxime Sivis est en fin de contrat, mais la question ne se pose même pas. On a rencontré le joueur. On lui a fait une proposition. On n'est pas tombé d'accord parce qu'il y avait un écart important. Après, je crois l'honnêteté entre les gens, c'est de se dire chacun a intérêt de jouer le jeu, c'est-à-dire le joueur de faire une bonne fin de saison, et puis s'il est bon, que Guingamp le titularise. Bon, voilà. Donc j'ai pas beaucoup de débats ni de questions sur tout ça. Fred Legrand, donc, qui est revenu sur les différents cas. Alors, c'est vrai que le nom d'Ayman Ben Mohamed, lui, n'est pas trop revenu dans les discussions. Il est arrivé aussi en tant que troisième latéral, forcément. Donc, bon, pour lui, on verra. Ça va dépendre aussi de sa blessure, de ce que ça donne, la blessure actuelle, sans doute. Bon, sans surprise, Maxime Sivis, voilà, on a bien compris que maintenant, le dossier était clos, Pierre. Oui, on l'a su, je crois, en décembre, quand je crois que c'est nos confrères du Télégramme qui avaient indiqué que les discussions n'avaient pas abouti. Pourtant, il me semble qu'en fin de saison dernière, Sivis avait plus ou moins ouvert la porte à une prolongation. Bon, visiblement, financièrement, on s'y est pas retrouvé, ni du côté du club, ni du côté de Sivis. C'est ce que disait le président. Voilà, après, est-ce qu'on regrettera Maxime Sivis oui et non, on a vu des progrès, on a vu, alors de notre point de vue strictement journaliste / observateur, c'est un joueur très agréable, qui dit jamais non aussi les sollicitations, qui parle bien, qui représente bien aussi l'esprit un petit peu du club, parce qu'on se souvient qu'à Saint-Malo, il était allé dans le parcage une mi-temps avec le Cop Rouge. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a toujours ces sautes un petit peu de concentration, ces pénaltys concédés. On l'a vu l'autre jour à Ajaccio. Il y a un autre match aussi. L'année dernière, oui, la dernière journée à Grenoble, c'est lui aussi qui concède le péno. À Angers aussi, il fait un oubli assez fou qui orchestre le but angevin. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable, je pense, de jouer au niveau au-dessus, mais qui devra gommer des choses. Pourquoi pas alors prétendre peut-être à un club un peu plus gros en Ligue 2. Je vois bien, tu vois, un Saint-Étienne, un Bordeaux, un club un peu comme ça, pour pourquoi pas découvrir la Ligue 1, parce que je pense qu'il en a les capacités. Après, c'est ce que disait aussi le Fred Legrand. J'ai noté aux joueurs de jouer le jeu. Il y a un exemple qu'il faut donner aujourd'hui d'un joueur dont on savait depuis un moment, sur ces derniers mois guingampais, qu'il allait partir en fin de contrat parce qu'il voulait découvrir la Ligue 1, qu'il avait le talent pour jouer en Ligue 1, mais qui avait totalement été investi par la mission guingampaise sur ces derniers mois, c'est Eduardo. Parce qu'en janvier 2009, Noël Le Graët, il ferme à triple tour les sollicitations que l'attaquant brésilien pouvait avoir, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il a dit on n'est pas maintenu, notre classement ne nous permet pas de nous séparer d'un élément très important. Eduardo, il avait accepté sa situation, il était resté, et je ne vais pas vous refaire le dessin de la deuxième partie de saison 2009 où c'est lui, pas tout seul, mais c'est lui en grande partie qui nous offre la première Coupe de France. Donc voilà, maintenant ça va être question de ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Sivis, l'autre jour, il a envoyé son penalty sur le parking, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas investi non plus. Donc voilà, il faudra que tout le monde reste solidaire, concentré, parce que même si la série elle n'est pas bonne en ce moment, on fait toujours partie des prétendants, ou en tout cas aux équipes qui peuvent croire à une fin de saison sympa. Maintenant, peut-être que dans 3 semaines, on dira tout le contraire. Mais voilà, là, c'est de l'intelligence, c'est de l'amour-propre aussi. Puis, pour les joueurs en fin de contrat, il s'agit de se montrer aussi. Donc, il faut que tout le monde soit gagnant dans ce secteur-là. Des gens en fin de contrat, on disait, il y en a plusieurs. Vincent Manceau, donc Maxime Barthelmé, Baptiste Guillaume, Théo Lenormand, bon, lui qui n'a pas joué un seul match cette saison, Ayman Ben Mohamed, puis donc les 3 recrues, je crois que c'est tout, plus les 3 recrues, qui donc sont arrivés cet hiver. Victor Lobry,
Hugo Bonnet et les Bogang Piri, dont l'arrivée est attendue là en cette fin de semaine à Guingamp, en provenance de Turquie. On écoute d'ailleurs tout de suite le président qui présente ces recrues et qui surtout explique pourquoi elles ont rejoint Guingamp. Ouais, Victor Lebris. Bon, Victor Lebris était sur les tablettes de Guingamp il y a déjà 1 an et demi. On ne l'avait pas fait parce qu'il y avait beaucoup de clubs dessus et que, du point de vue financier, ça s'était un peu envolé. Mais on avait toujours gardé un œil sur Victor. Et le coach il souhaitait recruter quelqu'un pendant le mercato d'hiver à des postes différents. C'est vrai qu'on a été sur 2-3 joueurs. Et Victor Lebris était aussi sur notre liste dans un premier temps. Et donc on est tombé d'accord avec Victor, qui a aussi besoin de connaître un peu la région. Nous aussi, on avait peut-être besoin de savoir où en était Victor, parce que quand on l'avait contacté, il sortait d'une très belle saison à Pau. À Saint-Étienne, il a joué un peu, après il a pu jouer. Voilà. Il a fait aussi des efforts sur son salaire pour rejoindre En Avant de Guingamp. Donc voilà, un peu tout ça explique cela. Donc voilà pourquoi on a signé ce laps de 5 mois. Bah évidemment, si tout le monde se rend compte qu'on a encore un bout de chemin à faire, évidemment. Voilà, donc on était parti sur Victor Lebris. C'est un peu comme Victor, arrive, et puis on s'observe, on regarde, voilà, où tu arrives, dans quel club, épanouis-toi, essaie de t'imposer aussi dans ce groupe. Voilà, je crois que ça veut pas, c'est pas parce qu'on fait des contrats de 5 mois qu'on n'a pas de stratégie, d'accord ? Mais c'est réfléchi, il y a des éléments de salaire, de tempo qui font qu'on est amené à prendre des décisions. Moi, je considère que c'est à 2 temps, là, les beaux, c'est qu'il va arriver, il n'a pas joué depuis un petit moment, donc voilà, il faudra peut-être un petit peu de patience pour qu'il retrouve ses marques. Et puis il peut peut-être apporter sur la dernière ligne droite du championnat un peu à cette équipe si Stéphane l'utilise. Puis c'est aussi l'occasion, là en revanche, de bien regarder pour savoir si les Beaux peut ou doit faire partie de l'effectif guingampais la saison prochaine. Et donc là on a mis une option avec des conditions qui sont déjà établies sur cette fin de saison pour les Beaux, et notamment les conditions pour la saison prochaine. Donc, c'est nous qui avons la main à partir de ces performances sportives qu'il réalisera jusqu'à la fin de saison. Voilà donc les choix qui ont amené Guingamp à enrôler ces 3 joueurs-là. Bon, nous, on les avait déjà un petit peu présentés aussi de notre côté. Ouais, et puis ce qui est plutôt intéressant aussi de la part de Fred Legrand, c'est qu'il ne se cache pas sur le volet financier. Parce qu'un joueur comme Lebris, voilà, Guingamp ne pouvait pas lui offrir 2 ans et demi de contrat aux conditions que Lebris. Et il l'a dit, on ne l'entend pas forcément pour chacun des joueurs, mais il l'a dit pour chacun des joueurs. Des Piri et Bonnet, pareil, tous ont fait des concessions financières, des efforts financiers, comme il l'a dit Fred Legrand, pour rejoindre Guingamp cet hiver. Donc il ne s'en cache pas, et il a dit que de toute façon, c'était encore l'objectif pour un peu plus de 2 ans. Il y a un autre homme en fin de contrat, et c'est peut-être là le point de départ de tout, c'est l'entraîneur, Pierre-Stéphane Dumont. Ouais, c'est sa 3e saison à Guingamp. Et là, ce qui est dommage, je trouve, en ce moment, quand on voit les commentaires des uns et des autres, vous savez, c'est comme parfois dans une histoire d'amour, il y a un moment où on ne voit plus que les défauts. Mais il y a tellement eu de qualité depuis qu'il est arrivé. Il faut vraiment se souvenir de ce qu'était le club et l'équipe au moment où il est arrivé. On voyait une équipe complètement désordonnée. Alors, on met un peu entre parenthèses l'époque Bompard, où voilà, c'était un peu commando sur 3 mois. Il avait réussi à bien secouer l'équipe pour le maintien. Mais avant, on voyait des joueurs qui ne couraient pas, qui faisaient aucun effort. Là, Dumont, ce qu'il a ramené, c'est qu'on voit une équipe globalement guingampaise. Voilà, on voit une équipe, on voit un collectif. Il y a des défauts, on en parle suffisamment chaque semaine, que voilà, les temps forts sont peut-être pas assez forts, que c'est peut-être pas assez emballant, qu'on n'est pas du tout efficace ou pas assez dans les 2 surfaces. Mais je trouve qu'on a quand même un peu la mémoire courte, et c'est vrai que là, on sent du côté des supporters la déception de voir Guingamp peut-être lâcher un peu la saison à ce moment-là, de voir le bon wagon s'évaporer. Mais voilà, alors la suite maintenant, au bout de ce cycle de 3 ans, c'est Gourvenec aussi qui rappelait que lui, il s'était inscrit à Guingamp sur des cycles de 3 ans. Et on voit bien, son premier passage, c'était 2 cycles de 3 ans en Ouais, fait, c'est ça. qui avaient été enclenchés.
pour 6 ans au total. Bon, le deuxième cycle n'a pas du tout duré 3 ans, hélas. Mais voilà, je pense que là, il y a du côté du club. J'ai l'impression que le club, alors j'ai pas d'infos quoi que ce soit, hein, mais de l'extérieur un peu, plus l'impression que le club veut garder Dumont et qu'il y a une vraie réflexion chez Dumont par rapport aux moyens qu'il pourrait avoir en sa possession, par rapport, voilà, est-ce que le club est tout à fait en ordre de marche, est-ce que tout le monde tire dans le même sens pour pousser cette équipe, pour avoir un élan positif. Voilà, ça peut faire partie. On se souvient qu'il parlait du médical aussi l'année dernière. Est-ce que ça a été un petit peu mieux fait voilà, il y aura, je pense, il y a, le président le disait, beaucoup de questions. Est-ce que ça se règle en février? Je ne sais pas, mais ça fait partie en tout cas, on en parlait récemment, Gaëtan, du flou qui entoure à l'instant T le projet de Guingamp à moyen terme en fait. Ouais. C'est un peu flou. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où Guingamp va par rapport à la situation notamment du coach, joueur en fin de contrat, par rapport à ce que sera aussi la fin de saison 2023-2024. On va écouter justement le président à nouveau, qui lui s'est aussi arrêté quelques instants sur la situation de Stéphane Dumont et sur ses envies à Fred Legrand pour la suite. Je pense qu'il ne faut jamais aller dans la précipitation. Quand on s'est vu au mois de décembre, j'avais dit effectivement que le dialogue et puis que le travail que fait Stéphane Dumont à Guingamp depuis qu'il est arrivé, en tous les cas, moi je le trouve intéressant, qu'il n'y a pas l'ombre d'un problème entre le président et son entraîneur, qu'il a fait bien avancer cette équipe de Guingamp, qu'il a assaini un peu. C'est des discussions sereines entre lui et moi. Après, il adviendra ce qu'il adviendra. Mais j'ai un sentiment aujourd'hui positif par rapport à Stéphane Dumont. Ton idée quotidienne, c'est plutôt d'aller plus loin. Ça ne me dérangerait pas qu'on travaille sur... En tous les cas, je vais vous dire, bon, on discute, évidemment. Bon, j'ai bien aimé la petite relance de Gaëtan Pinel. Hein. À la fin, est-ce que ça veut dire c'est bien, c'est bien. Ouais, on sent qu'il y a une volonté de la part du président Legrand. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut noter, c'est que souvent, ça marche comme ça. On parle de couple, président-entraîneur. Les retours par rapport à leur relation sont bons. Donc, déjà, ça permet de ne pas un peu se tirer dans les pattes, etc. Après, il y a d'autres problèmes. Autour, hein. Mais là au moins ça a l'air déjà d'être sain. Ça c'est une base pour pouvoir peut-être aller plus loin effectivement. Exactement, on en saura plus sans doute d'ici un mois et demi, c'est à peu près le cap fixé là, avril, début avril dans ces eaux-là pour en savoir davantage sur la situation de Stéphane Dumont, s'il sera à nouveau l'entraîneur ou pas de Guingamp la saison prochaine. En avril on arrivera enfin, on y est même déjà finalement, à 2 ans du cap aussi fixé, Pierre, par Fred Legrand, le fameux cap de 2026. Oui, ça a été intéressant de la part des journalistes présents au Point Presse de revenir sur ce cap-là, parce que ça fait un moment que Fred Legrand en parle, mais c'est vrai que quand on est supporter, etc., on est peut-être un peu fixé sur le court terme, les résultats, la défaite qui vient d'arriver, etc., et on oublie un peu le contexte global général financier du club. Il convient aussi de rappeler que Guingamp n'est pas détenu par un fonds d'investissement, n'est pas détenu par des Chinois comme à Sochaux, par des Américains comme à Caen, par des Qataris ou des Russes comme d'autres clubs en Ligue 1. C'est quelque chose auquel Guingamp tient. Donc forcément, il y a des limites à ça. Vous n'avez pas des ressources infinies financièrement. Mais vous gardez ce côté un petit peu identité, le fait d'avoir sur votre maillot que des sponsors locaux, etc. D'avoir un gros socle de partenaires costarmoricains ou bretons. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais de l'autre côté, c'est qu'effectivement, quand vous connaissez, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, un crash, ou en tout cas une relégation de Ligue 1 en Ligue 2, avec en plus, à l'époque, des aides à la relégation qui n'étaient pas les mêmes que les aides actuelles, avec le contrat CVC, etc., où quand même les clubs de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2, mais énormissime. Et moi, ça m'a étonné que les présidents de Ligue 2 ne se dressent pas plus contre parce que je crois que c'est 12 ou 13 millions d'euros qui sont donnés aux clubs qui sont relégués. Vous imaginez, le budget de Guingamp, c'est 18-19 millions. Peut-être environ 2, je crois, un club qui est relégué d'abord. Enfin, il y a un delta dans ces eaux-là. Ouais, c'est énorme. Donc oui, c'est l'implacable réalité de Guingamp.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, ça n'excuse pas le fait qu'on s'est pris 4-1 contre Annecy et 3-0 contre Ajaccio, mais il faut comprendre ce contexte. Et c'est intéressant que le président Legrand il soit revenu. Moi, je me rappelle d'une phrase qu'il m'avait donnée, il m'avait une fois convoqué dans son bureau, c'était en 2021, janvier 2021, c'était avant un Guingamp-Amiens à huis clos. Il m'avait dit, viens me voir parce que je vais t'expliquer en fait, comment ça va marcher. Et je me souviens d'une phrase, il m'avait dit, à partir de maintenant, 1 euro, ça sera 1 euro dans le club. Sur des notes de frais, sur des transferts, sur des salaires, etc. Il voulait serrer la vis totalement pour, eh bien alors, c'est vrai, ne pas franchement connaître des saisons sportives super excitantes, mais ne pas avoir de gros problèmes comme on a vu des clubs un peu comme du monde de Guingamp, hein. Sedan, Sochaux, Nancy, j'en oublie, Châteauroux, qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc voilà, c'est un verre à moitié vide, à moitié plein. C'est quand même extraordinaire d'être toujours en Ligue 2, même si on aimerait avoir un peu plus de papillons dans le ventre. On va justement écouter encore Fred Legrand, bien sûr, là-dessus, sur ce cap de 2026. Pourquoi, comment, il explique. Là, évidemment que on fait très attention dans ce club. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis 3 ans, j'arrête pas de donner cette date de 2026. Donc 2026, pourquoi? Parce qu'on savait déjà depuis 3 ans qu'on allait avoir effectivement des exercices financiers difficiles. Donc là, sur l'exercice qui s'est clôturé au 30 juin 2023, qu'on prévoyait, mais donc nous avons eu un exercice déficitaire, okay, qui est de 2,2 millions d'euros. Ce qu'on avait prévu. Je trouve que même on a beaucoup mieux travaillé que ce qu'on prévoyait en 2021. C'est un peu tout. Bon, c'est les infrastructures qu'on va commencer à finir de payer. C'est aussi... 2026 ou c'est avant? Comment? Je crois que ça finira dans ces eaux-là. C'est aussi les charges fixes que l'on a. Voilà. On a aujourd'hui l'académie, le pro-parc, le roue de roue, il y a des pelouses, il faut les entretenir, etc. Il y a aussi la masse salariale de l'équipe, qu'on essaie de baisser, mais il faut toujours essayer d'être raisonnable en termes de baisse de budget et essayer d'avoir aussi l'équipe la plus compétitive pour prétendre quelque chose dans le championnat. L'équation n'est pas toujours facile, d'accord ? Elle n'est pas toujours facile. L'exercice qui va se clôturer au 30 juin 2024, à l'instant T, il est aussi déficitaire. D'accord ? Dans ces ordres-là de 2 millions. Je me projette déjà sur la saison suivante, où vraisemblablement on sera encore en difficulté. L'objectif, c'est d'essayer de trouver les remèdes et les ressources nécessaires pour qu'en 2026, on sera pas loin de l'équilibre. Voilà, on a compris avec ces quelques mots, bien sûr, où voulait en venir le club. Alors oui, il y a actuellement une période de déficit, mais qui était prévue, préparée, qui est même moins forte sans doute que estimée. Donc bon, Guingamp va petit à petit rentrer dans le rang, en tout cas arriver à cet équilibre recherché pour 2026. Alors, qui dit... tu voulais dire... Ouais, ce qui est intéressant, c'est quand tu as publié la vidéo, je crois que c'était mardi, juste après l'interview, on a vu les réactions des gens. Alors, il y a toujours eu les mêmes grognards d'un côté, mais on a vu d'autres grognards aussi réaliser la actuelle. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des ambitions, d'essayer de bien travailler dans le recrutement, dans la préparation de l'équipe, dans l'exigence au quotidien. Peut-être que là, on peut peut-être mieux faire du côté de Guingamp. Mais il y en a qui se rendent compte des réalités actuelles et du fait que quand même si on a vécu la Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe de France, etc., c'est quand même pas une honte absolue d'être là en Ligue 2, de ne pas être en grand danger depuis des années pour la relégation. Non. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, et puis, moi, il y a toujours un truc qui m'étonne, je regarde ça vraiment de loin, c'est qu'à l'époque, quand il y avait Bertrand Desplat, beaucoup lui reprochaient de trop parler. Et là, Fred Legrand est arrivé, il parle quoi? 2, 3, 4 fois par an, et on lui reproche de pas assez parler. Je ne sais pas où est l'équilibre. Si un jour tout le monde sera content, je ne sais pas. C'est pas simple à trouver. Mais là, je trouve que c'était quand même important, le point presse là, après ce qui s'est passé, le mercato, etc. Je trouve que c'est plutôt bien senti.
Ouais. Ouais, un point poste qui était d'ailleurs prévu avant même la défaite contre Ajaccio, hein. Il avait déjà évoqué cette idée là de faire un point presse près de Legrand avant le match à Ajaccio. On a dit voilà, les difficultés financières, ou en tout cas la sagesse financière, là encore, pendant 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissement, notamment pour les jeunes, à l'académie, puisqu'il y a 2 gros projets en cours. On laisse Fred Legrand les présenter. Alors les investissements ou les projets, parce qu'il faut toujours, il faut toujours regarder un petit peu devant. Quand on parle d'académie, on travaille actuellement pour recentrer l'hébergement de nos jeunes sur le site de l'académie. D'accord. Ce qui est pour nous une vraie cohérence en termes de transport, en termes d'horaire d'entraînement, en termes d'efficacité, de repos, etc. Oui, pour l'instant, on est près du stade du Rodourou. Donc ça, c'est, je l'espère, un projet qui devrait voir le jour aller sous les 18-24 mois. Hein. On est vraiment en plein travail dedans, là. Je pense que la décision définitive sera prise pour la fin de saison, donc pour le mois d'avril, pour le mois de juin. Vous avez créé un bâtiment Oui, on va créer un bâtiment pour que voilà, nos jeunes, en tous les cas, soient sur le site. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je pense que ça va voir le jour d'ici 2 mois. En tous les cas, on a déposé les statuts en préfecture. Je crois que ce sera enfin je crois pas, j'en suis sûr, ce sera une première en France. Nous allons créer un fonds de dotation qui sera exclusivement réservé à l'académie. Le principe étant celui-ci, En Avant de Guingamp accueille, ou en tous les cas, accueille chaque année 100 jeunes à peu près, au minimum. Je parle de 100 jeunes. Sur les 100 jeunes, il y en a 95% qui ne seront pas professionnels. Il y en aura 5%. Donc l'objectif de ce fonds de dotation, c'est encore d'accentuer nos efforts d'accueil des jeunes joueurs professionnels, en mentionnant la famille que on va essayer, enfin on va pas essayer, on va faire en sorte que votre fils progresse et en même temps on va faire en sorte qu'il ait un vrai bagage lorsqu'il sort de Guingamp s'il n'est pas professionnel. D'accord ? Donc là il y a un vrai challenge avec 30 partenaires qui vont être membres de la fondation. On a de vraies ambitions. C'est un vrai projet qu'on aura l'occasion de vous présenter. Ça veut dire que les partenaires vont mettre de l'argent et cet argent va servir à quoi ? À former, à proposer. À les aider dans des études supérieures, etc. À les aider sur du soutien, des études, comment gérer sa vie, etc. etc. On attend les validations. Je pense pas, on sera les premiers en France à faire ça. Voilà donc pour l'académie, pour les jeunes d'En Avant, l'hébergement qui va donc être recentré, alors pas tout de suite, mais ça va venir sur le site de l'académie. Et puis donc cette fondation aussi, hein, c'est quelque chose de nouveau en France. L'annonce aussi Fred Legrand. Bon, ça va permettre de faire grandir aussi peut-être ce secteur de la formation. Déjà, il y a le côté pratique, parce que c'est vrai que le foyer des jeunes travailleurs, moi je les ai eus en visite aux vacances de la Toussaint avec leur éducateur, avec François Bellougou. Ils étaient venus visiter le stade. Et c'est vrai que c'était étonnant, parce que Bellougou, il était venu en vélo de l'académie, les autres tous en minibus, qu'ils habitent, c'est le foyer qui est juste en face de la billetterie, en fait. C'est Et ça, en fait, ouais. effectivement, c'est plus pertinent qu'ils soient tous au même endroit à l'académie. Après, le fonds d'investissement, ça me fait penser à la phrase de Bertrand Desplat à l'époque, quand l'académie a été lancée à Guingamp, en forme des joueurs, mais d'abord des hommes. Et c'est vrai qu'il c'est alors, aléatoire, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai qu'il y a très peu de joueurs qui deviennent professionnels parmi tous ceux qui sont dans le centre de formation. Alors, il y en a après parfois aussi qui passent par le centre de formation, qui n'arrivent pas à Guingamp et qui arrivent plus tard. Ça arrive dans tous les clubs, hein, mais quand on pense à Benassia, à Ndombele, etc., même si Benassia n'était pas resté très longtemps, mais c'est pour donner un peu une seconde chance, une voie de sortie aussi à des joueurs. Donc non, c'est intéressant que les partenaires aussi soient intégrés à ce projet. Voilà, il faudra que ça aille plus loin dans les explications, mais un fonds de dotation qui sera présenté, il le disait Fred Legrand,
Là, sans doute d'ici la fin de saison, en fait, hein, assez rapidement. Donc, on en saura un peu plus encore. Mais voilà pour les projets aussi qui sont mis en place. Et là, pour les jeunes. Donc, garçons comme filles, hein, il a tenu à le préciser. C'est valable pour les gars comme pour la section féminine aussi, féminine d'en avant. Oui, parce que je me suis posé la question en écoutant justement, et les filles, du coup, elles sont où? Très Oui, bien. parce qu'au début, il disait pour votre fils, quand il donnait un exemple, mais il a bien précisé après que c'est pour les gars comme pour les filles, hein. Ce sera Ok. valable pour les deux sections. Voilà donc pour le point presse de Fred Legrand, le président. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend demain, le Oui. match de cette Ligue de BKT. Caen, qui est un tout petit peu au-dessus de nous au classement, à 4 points. Caen qui est sur une bonne série. Gaëtan, tu vas nous présenter un petit peu tout ça, parce que voilà, c'est une équipe qui a vécu un peu les montagnes russes cette saison. Ouais, la série, c'est surtout ce qui tranche avec en avant. Dernièrement, hein, entre Guingamp et Caen, puisque sur les 10 derniers matchs de Ligue 2, Guingamp est relégable, hein, 17e, avec 11 points. Donc la série n'est pas bonne. Alors que sur les 10 derniers matchs de Ligue 2, Caen est deuxième avec 20 points. C'est une équipe qui avait très bien démarré la saison, on s'en souvient, avec Jean-Marc Furlan comme entraîneur. 4 victoires lors des 4 premiers matchs. Il y a eu ensuite, je crois, 11 matchs sans succès. Et les Au cours revoilà sur desquels une on les série. avait battus au match aller. On les avait battus 1-0, but d'Amadou Sagna. Et les revoilà sur une série de 9 matchs où il n'y a eu qu'une seule défaite sur cette série-là depuis l'intronisation de Nicolas Seub. Donc ça va mieux. Ils ont tendance à marquer aussi pas mal de buts. Ils sont solides. Ils ont un vrai buteur devant identifié. C'est évidemment Alexandre Mendy, Premier choix. meilleur buteur de Ligue 2, l'ancien d'en avant. Donc voilà, la dynamique, très clairement, elle plaide actuellement pour les Canets. Caen qui est cinquième hein, de ce championnat, égalité avec Ajaccio, sixième. Donc ça, c'est pour le côté dynamique. Il y a un point, en revanche, qui est moins à l'avantage des Canets. Ils ont une fâcheuse tendance à prendre beaucoup de buts à l'extérieur. C'est la 19e défense de Ligue 2 à l'extérieur, 22 buts encaissés comme Queville-Rouen. Donc, peut-être un peu de spectacle pour l'attaque d'en avant. Il n'y a que Rodez qui en a pris plus, 23, 22 donc pour Caen et QRM, les deux clubs normands. Bah, on a vu Rodez que ça a donné l'autre jour, il y a eu des buts. Ben ouais, ils en ont pris, mais ils en ont mis aussi. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas, c'est une équipe qui, ouais, à l'extérieur, a plus de mal défensivement. On a vu que sur le dernier déplacement, ils en ont pris 5 à Grenoble, hein, par exemple. Défaite 5-1 au Stade des Alpes. Bon, plus en difficulté là-dessus. Ça reste une équipe qui marque aussi hein, à l'extérieur et qui a tendance à marquer sur de nombreux matchs. Voilà, hormis un trou à un moment donné où c'était moins le cas avec Jean-Marc Furlan. Mais même quand il y avait des défaites avec Furlan, ils avaient tendance à en marquer régulièrement. Des buts, notamment avec Alexandre Mendy. Et puis l'autre point, alors là c'est peut-être un peu de la malice canaise, Caen qui provoque beaucoup de fautes. C'est la deuxième équipe à provoquer le plus de fautes dans ce championnat. 365 depuis le début de la saison, 383 pour Concarneau. Caen est celle qui provoque le plus. Donc ça dit aussi que c'est une équipe qui a des profils sans doute capables de provoquer, de percuter. On pense à Bilal Brahimi. On pense à Alexandre Mendy qui, lui, dans un autre registre, peut être difficile Ouais, mais qui est chiant à défendre. Hein. à- Qui avait parlé de ça y a un Pas défenseur défenseur de Guingamp, non? Ben ouais, je me demande. C'est pas Donatien Gomis? Ah, je sais plus, mais ça me dit un truc aussi. Il y a Moi, quelqu'un j'aurais dit qui avait dit, Lemonnier, mais je suis pas. ou Le Monnier, c'est l'un ou l'autre de mémoire, qui avait dit que c'était l'un des attaquants les plus chiants, entre guillemets, à défendre parce que, ben ouais, il a un gabarit qui fait que c'est vraiment compliqué de le cerner. On parlait donc de Brahimi dans un autre registre. Il peut y avoir Kiremay aussi qui est assez explosif. Mm. Donc voilà, faudra sans doute être méfiant là-dessus. Caen est une équipe Oh. qui, en effet, obtient beaucoup de fautes. Donc bon, voilà un petit peu pour les contours actuels selon 3 points, 3 stats hein, choisis. Côté Canet, on rappelle donc Caen qui est cinquième, 4 points d'avance sur en avant actuellement 11e. Donc, moi, je vais vous dire tout de suite mon pronostic 3 partout. Voilà. Ah, Ouais, On est mené 3-0 à mi-temps, on revient à 3-3. on Tu revient à vois. 3-3. Et on gagne au péno, le gars, Ouais, carrément. c'est ça. Bon, en tout cas, merci Gaëtan pour cette présentation du Stade Malherbe Caen. On va revenir dans la rubrique Vintage maintenant sur un ancien Guingamp Caen. C'est un article ressorti, je crois, d'un ancien France Football. Alors ça, c'est vraiment dans l'armoire à Pierrot. Je l'ai ressorti d'un vieux dossier. Oui, c'est ça, France Football, numéro 2121 du 2 décembre 86.
Et vous voyez, Guingamp, les peurs de l'armée rouge. En fait, pour resituer le contexte, nous sommes donc dans la saison 86-87. La saison précédente, c'est la meilleure de l'histoire de Guingamp à ce moment-là, parce que Guingamp est en D2 à l'époque, et c'est sa meilleure saison. Il termine troisième, il accède donc au barrage pour monter en première division, sauf que le rêve s'arrête très vite et Guingamp est battu 3-0 en quart de finale des barrages à Alès. L'entraîneur d'époque, c'est Raymond Kérusoré, une légende hein, sur le banc de Guingamp. Il est resté 5 saisons. Il s'en va et pour le remplacer, eh bien, c'est l'ancien gardien de l'équipe de France, Jean-Noël Huc, qui arrive en tant que entraîneur-joueur. Parce que regardez cette photo du 11 mondial du début de saison. Guingamp 86-87, vous avez deux gardiens. Vous avez Huc qui est ici et le fameux Nadon qui jouera la majeure partie hein, des matchs d'en avance cette saison-là. Huc, il jouera que 5 matchs seulement. Et là, il y a du beau monde hein, quand même dans cette équipe. Il y a Guyader, Zarmac, Rio. On va en parler d'ailleurs de Rio, Trémel, Thibou, Vido. Enfin voilà, des noms qui résonnent fort du côté d'Yves Jaguin. Guingamp perd ce match-là au mois de décembre contre Caen. Alors, c'était fabriqué différemment hein, les saisons à ce moment-là parce qu'on était déjà dans la phase retour du championnat sur ce match du 29 novembre 86. C'était la 21e journée. C'était la division 2A et Caen gagne 3-1 à Guingamp. Christophe Point pour l'ouverture du score, 2-0 à la mi-temps. Alain Thibault réduit le score à la 82e, mais Philippe Prieur marque le but du 3-1 à la 89e. Une équipe de Caen, on retrouve un nom bien connu du côté de Guingamp, c'est Fabrice Diver qui avait 19 ans à ce moment-là. Et Fabrice Diver, ce sera tout simplement le tout premier buteur de l'histoire de Guingamp en D1 en 1995. Et dans ce match-là, donc, première défaite de l'histoire de Guingamp contre Caen, après 4 victoires, 13 buts inscrits, 2 encaissés. C'était un peu notre chouchou, ce stade Malherbe. Mais il y a dans cette défaite-là un point de rupture. C'est à ce moment-là que Guingamp dit adieu au barrage parce que Caen s'envole au classement, Caen était sur le podium. Et regardez, en fait, tout ça, c'est la conséquence notamment d'une chose, c'est le transfert de Michel Rio à Nantes. Et le transfert de Michel Rio est expliqué par le président de l'époque, Noël Le Graët. Lisez bien cette citation. « J'aimerais que mes collègues de D2 réfléchissent davantage à l'équilibre de leur budget qu'à leur performance sportive. Moi, ma première ambition, c'est cet équilibre de notre budget. À partir de là, nous essayons d'obtenir les meilleurs résultats sportifs. Je serai plus clair. Si Guingamp se plante en fric une année, il disparaît. » Et Gaëtan, c'est vrai que quand on voit l'émission qu'on vient de faire avec la projection 2026 de Fred Legrand, ce Guingamp très prudent financièrement, cette histoire-là, elle nous rappelle donc près de 40 ans plus tard que c'est toujours le combat de Guingamp. Ça résonne toujours de la même manière. Hein. On a l'impression, en effet, d'entendre ce discours-là à nouveau et qu'on peut comprendre. Hein. Alors, on peut émettre toutes les critiques possibles en disant oui, c'est pas assez ambitieux, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai que des fois, on aimerait avoir que ce soit un peu qu'il y ait plus de recrues, des joueurs plus forts et tout. On peut toujours espérer ça. On peut toujours espérer une équipe plus forte. Mais d'un autre côté, il y a aussi en effet ce côté financier à assurer. Et bon, et là, alors, la logique de l'époque était encore un peu différente parce que Guingamp ne sortait pas de quelques années de Ligue 1, il n'y avait même jamais encore été. Mais là, voilà, Fred Legrand l'a expliqué. Aujourd'hui, on en est là parce qu'il y a la descente à digérer sur plusieurs années. Mais on se rend compte en effet que près de 40 ans plus tard, voilà, il y a toujours à Guingamp ce côté budget à respecter. On sait qu'il y a des clubs qui, avec un fonds d'investissement par exemple, sont dans une autre logique, d'autres qui ont des gros soucis financiers et qui voient quelqu'un l'été avant le passage devant la DNCG venir mettre la main à la poche. Non, à Guingamp, ça fonctionne pas comme ça. Alors oui, parfois c'est vrai que bon, on peut se dire c'est moins fort et tout, il y a des périodes plus creuses sportivement. Mais bon, d'un autre côté, quand le budget est bien tenu, plutôt bien tenu, il y a eu des périodes plus délicates ces dernières années. Bon, c'est quand même là aussi un bon premier point, en effet. Ouais. Autre chose assez sympa à voir, et ça nous ramène bien à une autre époque en termes de professionnalisme. Regardez encore ces quelques lignes plus tard, toujours Noël Le Graët, qui explique que le transfert de Rio à Nantes, ça permettra aussi de faire des affaires avec le FC Nantes. Exemple. Ce transfert de Rio aura des répercussions sur les 3 saisons futures de Guingamp. En 87, donc
quelques mois plus tard. Autour de notre terrain, il pourrait y avoir des panneaux publicitaires se trouvant actuellement à la Beaujoire. L'argent gagné permettra d'assurer, par exemple, les salaires de certains joueurs. Moi, je veux durer en D2 le plus longtemps possible. Notre subvention est de 110 000 francs. Certains clubs de division d'honneur ont autant. Notre budget est, lui, de 7 millions de francs. Le club le plus riche a 4 fois plus. C'est le combat du pauvre. Moi, je le trouve passionnant. N'est-il pas méritoire, de toute façon, pour un patelin de 9 000 habitants, de compter une équipe 7e de D2 et une autre première de D3? Voilà, c'était l'équipe réserve qui était un petit peu en dessous. Ouais. Voilà, c'était un exemple qu'on voulait un petit peu vous ressortir parce que c'est peut-être pas le calque absolu de ce qui se passe en 2024, Non, mais ça montre que ce délire. combat-là était déjà celui de l'époque Ripose, Unicopa, etc. avec ses maillots. Je ne sais même pas l'équipementier. Ulsport, l'équipementier guingampais sur cette petite photo de Guingamp. D'ailleurs, juste derrière, j'ai l'effectif de Mulhouse et je ne sais pas pourquoi, mon nom s'arrête sur un nom, Pascal Duprat. direct après. Et Ali Bouafia. C'est un coach de camp, c'est pour ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà pour la partie vintage donc sur ces années 90. Et d'ailleurs, Huck, il partira de Guingamp quelques semaines plus tard, hein, parce qu'en janvier, ça ne sera plus lui l'entraîneur. Guingamp terminera 10e et se maintiendra quand même en D2 cette année-là. On y est. On y est. Tu vois de quoi je veux dire. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que je vais te laisser gagner. Le challenge Profitroll. Alors, le schéma ces derniers temps, c'était 3 questions pour 5 points. Moi, je les ai. Je ne sais pas si toi, tu as choisi Moi aussi. aussi. Ok. Ouais. Bon, alors, ça va être ça le juge de paix pour le pile ou face. On a Guingamp d'un côté, Mulhouse de l'autre. Ton avis, ça tombe de quel sens, de quel côté? Mulhouse. Attends, ça n'a pas tourné. Ça tourne pas! Bon, ça tombe à chaque fois sur Mulhouse. Bon, voilà, vas-y, tu commences. Je vais te poser la première question. Moi, mon thème, alors je ne sais pas si tu as fait ça, on ne se sollicite pas avant, hein, chers amis téléspectateurs. Alors, sur le premier quiz, ça nous a joué des tours, mais sur celui-là, on va voir. Moi, c'est un thème spécial Alexandre Mendy. Ah! Ok? Bon, ok. Moi, c'est un peu éclectique, mais ouais, très bien. Ok. Eh bien, écoutez, Alexandre Mendy. Un crayon pour noter s'il y a des besoins de la mémoire. Voilà. Tac. Moi, je vais noter aussi le score. Alexandre Mendy, ancien joueur de Guingamp, 51 matchs, 11 buts. C'est aussi la bête noire de Guingamp parce qu'il marque presque tout le temps. Contre en avant, 11 matchs, 7 buts, une passe décisive avec 3 clubs différents. Mais dans ces buts-là, marqués, Gaëtan, en 11 matchs, combien y a-t-il de doublés contre Guingamp pour Alexandre Mendy? Alors, tu as 30 secondes. Tu peux réfléchir à voix haute, il n'y a pas de problème. Ouais. Le chrono est parti. En 2015-2016, en Coupe de la Ligue. Il y a combien de temps, tu m'as dit, 30 secondes? Il te reste 25. La saison dernière aussi en Ligue 2 là-bas. Donc ça en fait 2. Et il reste 3 buts. Il en marque 1 avec Bordeaux, donc c'est pas ça. Il en marque 1 en Coupe de France. Est-ce qu'il en met qu'un? Oui, je crois. 10 secondes. Je vais répondre 2. C'est pas bon. Un seul doublé pour Alexandre Mendy. Il n'a pas doublé l'année dernière alors? Non, c'était effectivement ce doublé avec Nice en Coupe de la Ligue. À moi, du coup, ou Jean-Quille? Ouais, non, comme tu veux. Hein. Anquillon, parce que justement, c'est une question en lien. Et là, c'est pour 2 points. C'est en lien avec le Guingamp-Nice de Coupe de la Ligue, le 15 décembre 2015, un match fou qui n'était pas diffusé à la télé. On avait fait des records d'audience sur Radio Bonheur. Guingamp s'impose au tir au but dans ce match de Coupe de la Ligue après un score nul de 2 partout, doublé de Mendy pour Nice, doublé de Salibur pour Guingamp. Et durant la séance de tir au but, Guingamp s'impose, je crois, 5 tirs au but à 4 au bout du 6e ou 7e tireur. 2 joueurs ratent leur tir au but pour Guingamp. Tu me vois venir. Lesquels? Tu as 30 secondes. Il y a Jonas Fossel. C'est bon. Celui-là, c'est le plus connu, effectivement. Et le deuxième? Moi, je me suis planté sur le deuxième. J'étais sûr de lui. Et en fait, ce joueur marque son tir au but. Ce joueur. Ah oui. Le deuxième. 10 secondes.
Voilà. Ouais. 5, 2, 1, top. Il me faut une réponse, sinon c'est 0. Maintenant. Sankaré. Bonne réponse, petit filou. 2-0. Yes. Moi, j'étais sûr que c'était Depau qui avait raté, mais je crois qu'en fait, Depau, il rate Ah oui. à Bastia l'année d'après. Depau, il marque le premier péno de Guingamp en fait sur cette série-là. Et Lossel, donc, qui était, je crois, le 5e tireur hein, Ouais, de qui a fait un Guingamp. tir très bizarre, une course bizarre. Et Gourvenec avait dit c'est bizarre parce qu'à l'entraînement, c'est un de ceux qui tire le mieux. Et là, Ouais. il s'était complètement effondré. Mais Ah ouais, heureusement, Jérémy Pied avait tapé sur la barre et Le Marchand aussi avait raté le sien, ce qui avait permis à Guingamp de se qualifier. Je garde ma troisième question pour après. Ah, vas-y, je joue. Alors, on va commencer par une question sur un point. J'espère qu'il n'y a pas de question de calcul, moyenne de but et tout. Non, mais on va commencer par un CV, tout simplement. Ok. On va voir où t'en es. Ce joueur a joué à Angers, Guingamp, Troyes, Beauvais, Cannes et Métropole troyenne en amateur pour terminer. C'est encore un mec des années 90, ça. Tu as combien? On met combien de temps? 30 secondes? De toute façon, je crois que je ne trouverai pas. Parce que j'ai un mec qui a joué dans les 3 clubs, mais c'est pas lui. Tu vois, je vais te faire des CV sur des gars des années 70, tu vas voir. Dis, attends. Pierrot, concentre-toi. On rappelle Angers, Guingamp, Troyes, Beauvais, Cannes et Métropole troyenne en amateur pour terminer. 5 secondes. J'ai aucune idée. 3, 2, 1. C'est fini. Je peux même pas te donner de nom, j'en sais rien. Non, pas de nom. Mais je te donne Blaise Kouassi, mais c'est pas lui. Auriol Guillaume. Ah, bien joué. C'était pas des années 80. Je savais pas. Ouais, Angers, je savais pas. J'avoue que j'ai bloqué je me suis dit que c'était ce qui pouvait te mettre en effet en difficulté le Angers parce que moi non plus je l'avais pas. J'avais Guingamp, 3 Beauvais, l'enchaînement là je l'avais, mais. Et en plus, Beauvais, on l'interview pour eux à GTV quand il joue à Beauvais. Non, mais bravo, tu m'as piégé. Voilà pour celui-là. Question à 1 point encore et on finira par celle à 3 points. Donc cette saison, Guingamp a concédé 5 cartons rouges. Ouais. D'accord. À quand remonte la dernière saison où en avant on a concédé plus 5 cartons rouges cette année. À quand remonte la dernière saison où Guingamp en a concédé davantage? C'est absolument pas sous Dumont. Et je te laisse, je t'ai pas dit, mais 1 minute. 20-21, il y avait eu le rouge de Pelé, j'ai pas souvenir de beaucoup de rouges en 20-21. Moi, je me demande si c'est pas Franchement, c'est dur, hein. C'est une très très bonne question. Elle est un peu dure, évidemment. 18-19, il y a Thuram qui s'en prend. Est-ce qu'il y en a des à Gilo Boggi? C'est que en championnat, hein. C'est que en championnat, ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres matchs où on se prend un rouge? En Ligue 1, c'était souvent les autres qui prenaient des rouges contre nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis sûr que ça doit être une saison où il y a Diallo, ça peut pas être autrement. 13-14, Martins Pereira, il s'en prend un. Diallo, est-ce qu'il se prend des rouges? Il se prend en Ligue Europa, mais... Et on arrive à la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. J'hésite entre 2 saisons, je vais te dire 2013-2014. Non, c'était 2015-2016. Ah ouais, non, 6 cartons rouges. Par contre, sous Dumont, il y avait déjà eu une saison à 5, la première, 2021. Ah bah oui, il y a eu les 2 rouges à Caen. Ouais, déjà. Ça, ouais. Donc c'était déjà une saison à 5 cartons rouges. Et attends, les 6 rouges, c'était qui? Il devait y avoir Diallo dans le lot. Justement, j'arrive pas à retrouver la liste. 15-16, tu m'as dit 15-16, ouais. Bah, il doit y avoir. C'est pas On n'a rien caché, quand je clique sur Transfermarkt sur les cartons rouges, ça affiche pas en fait qui a pris. Voilà. Bah, ça se trouve, c'est Gourvenec qui en avait pris 3. Donc ouais, bah non, par contre, non, il y a Angoua à Monaco, je crois. Ah oui, possible.
Il y en a quelques-uns, 6 au total. Ouais, il y avait dû avoir. Bon, bah, non. Aucun regret. Ouais, il y en avait plusieurs. Voilà donc pour celle-là, ça te fait donc 0 point sur 2. Bon, il est nul. Est-ce Et donc, qu'on moi, fait- moi j'ai combien de points? 2. Hein. t'as 2-0. Non, 2-0. vas-y, tu t'as balle de match là-dessus. Balle de match Ok. là-dessus. Est-ce qu'on fait 11 la buts. tienne du coup d'abord? Parce que sinon, si je gagne, c'est fini pour toi, quoi. Ouais, vas-y, allez. Allez. Vas-y. Alors, je pense que pour le coup, ouais, moi, donc, tu verras. Sois juste vigilant à la façon dont je pose la question. Voilà, moi, à chaque fois, tu sais, c'est comme les problèmes de maths. À chaque fois, je tombais dedans à pieds joints. Ouais. Et Vas-y. tu comprendras après pourquoi il y a un petit piège qui n'en est pas forcément un. Peut-être que toi, tu vas pas t'en rendre compte. On va bien voir. Qui sont les 3 derniers joueurs à avoir joué à Caen juste avant d'arriver à Guingamp? Et tu as 1 minute également. J'ai Les pas le 3 droit à derniers l'erreur. joueurs. Comment? J'ai pas le droit à l'erreur. Bah, ça vaut Parce que là, 3, c'est 1 point pour chaque, quoi. Ouais, parce que non, j'ai un nom qui me vient tout de suite là, mais je me demande s'il n'y en a pas eu d'autres avant. Je rappelle la question, qui sont les 3 derniers joueurs Attends, à oui, avoir joué à Caen? oui. Attends, le piège, c'est pas un mec qui était prêté ailleurs, qui appartenait à Caen et. Il peut y avoir quelque chose dans le genre. Ah la vache, ah ouais, mais t'es dur là. C'est-à-dire, genre, le gars, il arrive à Guingamp en 13-14. En 12-13, il est prêté à Caen. Est-ce que ça marche? Ouais. Si son dernier match avant de venir à Guingamp était avec Ok. Caen, ça marche. Ok. Bon, alors attends. Je te rajoute 20 secondes, vu qu'on a discuté. J'en ai 3, mais je pense que j'en oublie. Attends, 14-15. 14-15, il y a qui? Mon Dieu. Le maître, il joue où avant? Ah, le maître, ça se trouve, c'est lui. Non, il était à Nancy, idiote. Il reste 10 secondes. Oh là 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 là. Je suis sûr, il y a un gardien, je vais me planter. Là, c'est le cas de le dire, justement. Écoute, moi, les trois que j'ai là, mais je pense que c'est pas bon. Ah, je suis sûr, il y a Priva aussi. Ah. Bon, attends, je change. Sorbon. Sorbon. Je te dirai oui ou non à la fin. Non, Sorbon, ça se trouve, c'est trop loin. Écoute, je mets Sorbon, Bénézet, Priva. Alors, Bénézet, Priva, c'était les pièges. Et donc, eux, c'est bon, en effet, ils étaient à Caen juste avant de venir. Ils avaient été prêtés, Bénézet par Evian à Caen et Priva par la Gantoise à Caen. Ah, la Gantoise, ouais, ok. D'ailleurs, Priva est prêté par la Gantoise la première année aussi, quand il arrive à Guingamp. Jérémy Sorbon, c'est pas bon. Attends, laisse-moi. C'est Rodelin. Ah ouais. Bah oui, non. Ronny Rodelin en 2018 qui arrive. Alors moi, lui, je l'avais tout de suite, mais j'aurais dit Sorbon aussi dans le lot. Ouais. Tu vois, j'avais peur que ce soit trop loin. J'avais Vincent Planté aussi. Ouais, mais qui lui n'est pas passé par Caen juste avant. Il a été à Saint-Étienne, à Arlavignon aussi avant. C'est vrai. Donc ça marchait pas. Le maître était en effet à Nancy aussi juste avant. J'avais pensé à Cyril Vattier aussi, mais c'était quand même plus loin. 2005. Et donc non, il y avait des joueurs entre temps. Donc, je voulais te poser une question justement sur les anciens Canets qui avaient marqué pour Guingamp contre Caen. Et Vattier, il était dedans. Ah oui. Mais non, je ne l'ai pas fait. Pour Guingamp contre Caen. Ah oui, en coupe, Vattier. Ouais, en coupe de la Ligue, ouais. Parce que j'étais sûr que tu ne l'avais pas. Donc alors, balle de match, je pense que tu vas gagner. Donc là, c'est sur 2 points. Alexandre Mendy, donc 11 buts à Guingamp. Contre qui marque-t-il son premier but et contre qui marque-t-il son dernier but? Alors, son dernier, c'est à Amiens, en Ligue 1. Bonne réponse, t'as gagné. Bon anniversaire, Gaëtan, j'ai fait exprès. Attends, Le premier, je vais quand même essayer de trouver. Donc, c'est la saison 2016-2017. Je sais qu'il marque 3 buts en championnat et 3 en Coupe de France de mémoire l'année-là. Ouais. Mais où ça démarre? J'aurais dit contre Bastia. Non, c'était à Dijon. Le 3-3. Ah oui, le 3-3. Il rentre à 70e et il marque le but du 3-2 juste avant le 3-3 de Pau. Voilà, 3-2. Ça y est, la Grinta, il reprend l'avantage. Enfin, on va pas recevoir de lettres d'insulte, ça fait plaisir. Bien écoutez, merci mon petit Gaëtan et merci à tous ceux et celles qui ont également regardé en avant-match. Gaëtan, à demain pour Guingamp-Caen.
Donc on sera ensemble pour l'après-match, tous les deux. Pour ce match, j'ai dit mon prono, mais toi, t'as pas donné le tien. Hein. J'ai pas donné le mien. Non, mais 3-3, toi, c'est vraiment ton prono? Ah ouais? Ouais. Ah, c'est un peu taradé dans tous les sens. Il y aura 2-1, je sais pas pour qui, au bout de 8 minutes, tu vois. Ouais. Ces derniers temps, j'ai pas mal donné Guingamp vainqueur et ça a pas marché. Alors je vais faire le contraire. Je vais donner 2-1 pour Caen. Voilà, ok. Eh ben, écoutez, vous avez toutes J'espère que les j'ai tout cartes faux en sur main. toute la ligne, mais bon, on verra bien. Eh ben, superbe. 2-1 au challenge Profitroll, faudra s'en souvenir, mais je pense que toi, tu t'en souviendras, évidemment. Et puis voilà, prise d'antenne 18h45 environ, en direct de Roudourou pour ce Guingamp-Caen, Guingamp-Pez, Guingampais. Bon match. Ciao. Ciao.